Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans ce très bel environnement. Nous sommes chez Procivis aujourd'hui pour la 6e édition de RenoChat. Nous recevons Claire Dagnogo, qui est responsable RSE et administration de biens du groupe Procivis. Le bruit que vous entendez autour de moi, ne vous inquiétez pas, il va disparaître dès que Claire sera là. C'est simplement, nous avons souhaité situé sur RenoChat directement au cœur d'un des réacteurs de la rénovation énergétique et en particulier du préfinancement des aides et des subventions, mais également autour des sujets d'une émergence d'une filière de la rénovation, de la promo-rénovation, et d'une émergence aussi d'un très fort besoin, d'une très forte attente qui est celle d'alimenter le marché en nouveaux professionnels. Voilà, vous allez trouver cet entretien absolument passionnant. Il est un petit peu plus long que d'habitude, mais il y a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup de propositions. Et nous sommes très heureux que l'on puisse partager cela avec vous. Bonjour Claire. Bonjour. Tout d'abord, un immense merci de nous accueillir pour ce 6e RenoChat au sein des locaux de Procivis, qui sont absolument splendides. Écoutez, merci. Oui, on est bien. Ouais. Écoute, ça m'a semblé important qu'effectivement, dans cette série de RenoChat autour du sujet du financement, que Procivis, la société pour laquelle tu œuvres, soit un petit peu mise en questionnement par rapport à son rôle quand même extrêmement important sur le marché. Mais comme toujours dans les RenoChat, on va démarrer par toi. Donc, qui est Claire ? Alors, qui je suis ? Je suis la directrice RSE et ADB, je vais m'expliquer, du réseau Procivis. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises, bien entendu, vous connaissez. ADB, c'est l'administration de biens. Donc ça couvre l'ensemble des activités de gérance immobilière et de syndic, donc du réseau Procivis, qui compte 45 coopératives au niveau national et qui est dans le top 3 ou 4 des gestionnaires de biens de ce pays. Et avant d'arriver à Procivis, toi, tu viens d'où ? Comment t'es arrivée là ? Comment je suis arrivée là ? J'ai œuvré pendant une vingtaine d'années, le début de ma carrière, côté action publique, donc en collectivité, au Parlement, en cabinet ministériel, sur les sujets politiques publiques de la ville, en particulier sur le logement. Donc ça m'a fait apprendre à bien connaître les politiques publiques du logement, à constater aussi, il y a une vingtaine d'années, que les sujets de copropriété, par exemple, étaient totalement absents du débat public. J'ai été suffisamment longtemps dans cet écosystème pour apprendre à bien naviguer dans le maquis des compétences, logement, l'imbrication des responsabilités, le financement, etc. À l'issue d'un passage en cabinet ministériel, je suis partie en indépendante, en conseil indépendant. D'accord. Donc tu quittes la fonction publique pour t'installer toi. J'étais pas fonction publique parce qu'il y a quelques contractuels et je faisais partie de ceux-là. Je quitte le secteur, effectivement l'environnement public et le conseil aux élus pour créer ma propre société et travailler sur les questions de responsabilité sociale, environnementale dans des entreprises justement du secteur du logement. Ça a duré 5 ans à peu près. Et sur ces 5 ans, les 2 dernières années furent les années Covid. Être indépendant pendant les années Covid, c'était pas simple. C'est compliqué. Et j'ai eu la chance d'avoir été contactée par Guillaume Macher, qui me propose d'abord une mission. De Procivis. Voilà, qui me propose d'abord une mission d'indépendante et qui me dit mais en fait est-ce que ça ne t'intéresse pas de venir, parce que voilà, l'enjeu étant effectivement que il y a maintenant 4-5 ans, le sujet RSE était en train de bien monter dans le secteur de la promotion immobilière et que il cherchait quelqu'un pour s'occuper des fameuses missions sociales. Donc on va en parler, mais tout l'axe rénovation, accompagnement des ménages modestes. Et donc ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Procivis. Et j'ai commencé sur la RSE, donc
les engagements sociaux et environnementaux. Et puis tout récemment, j'ai aussi eu l'honneur d'être proposée sur ce sujet de la gestion de biens et du syndic. Et c'est une promotion alors? Moi je le vois comme une promotion, parce que c'est beaucoup de travail en plus, mais c'est aussi... non, mais c'est surtout assez passionnant, puisque c'est une partie du métier de l'immobilier, l'ADB. Donc pour faire un peu simple, c'est le métier d'agence immobilière, dans lequel on va trouver les gens qui font de la transaction immobilière. Vous poussez la porte d'une agence, vous avez des gens qui vous vendent, des gens qui font du service de syndic, des gens qui font de la gérance de logement. Et c'est un secteur capital de la chaîne du logement dans ce pays. Et plutôt un secteur à la fois oublié et mal aimé. Donc il y a un vrai... Mal connu en tout cas. Et mal aimé parce que mal connu, et oublié parce que mal connu. En tout cas, voilà, il y a un vrai enjeu. Donc moi, je le vis effectivement comme, en tout cas, un défi. Et comme je prends les défis comme des promotions, je le vis comme une promotion. Voilà. Alors revenons un peu sur Procivis, parce que c'est une marque qui est plutôt bien connue dans le secteur de l'habitat collectif et de l'habitat social, mais c'est une marque qui, grosso modo, n'est pas connue des Français. C'est une marque que j'ai l'habitude, on me pardonnera l'analogie, de comparer à Lactalis avec tous ses fromages. Procivis, c'est une marque fêtière, on va dire, qui regroupe 45 coopératives, lesquelles elles-mêmes ont des appellations qui peuvent faire référence à Procivis ou non, et elles-mêmes ont des marques, puisqu'elles déploient différentes activités de promotion immobilière, logement social, justement agence immobilière, service immobilier, ADB, aménagement et foncier. Donc Procivis est moins connue dans certains territoires, évidemment presque pas connue dans certains territoires, quand nos coopératives localement peuvent être très connues. Donc vous ne verrez pas de 4x3 dans vos rues pour vous vendre un appartement Procivis. En revanche, dans les territoires, un certain nombre de nos promoteurs et de nos agences sont bien connus des locaux, des Rennais, des Nantais, des Lillois, etc. etc. Donc voilà, c'est un réseau qui compte un peu plus de 3000 collaborateurs, qui est assez dense, mais très décentralisé, puisque nous ici, la structure centrale, si on peut parler comme ça, ne compte qu'une quinzaine de collaborateurs. Et toutes les coopératives sont indépendantes dans leur stratégie, dans leur choix de gestion, etc. etc. Et donc Procivis, tête de réseau, quel rôle ça a par rapport... Donc c'est des structures indépendantes en fait. On a un rôle un petit peu à cheval entre ce que serait une fédération et ce que serait un bureau de conseil interne. D'accord. Le rôle qu'on va avoir, c'est d'impulser des dynamiques, de promouvoir évidemment. Compte tenu de notre appartenance à l'Union sociale pour l'habitat, il y a aussi un rôle de représentation publique qui est assez majeur. Donc, voilà, on n'a pas de responsabilité de direction générale hiérarchique sur les coopératives, mais ils nous appellent régulièrement sur tout un tas de champs qui nous sont propres ici, sur l'innovation, la performance commerciale, moi sur les sujets évidemment de réglementation RSE, CSRD et autres par exemple, ou comme ce sont des coopératives de taille moyenne, elles-mêmes ne peuvent pas forcément recruter un poste pour pour accomplir un certain nombre de missions, et nous on vient en support. Voilà, c'est un réseau très très décentralisé et qui nous pousse en fait à travailler en collectif, ce qui... Donc en fait, c'est un réseau qui est uni par des valeurs communes, principalement. Alors, uni par des valeurs communes. Le ciment, c'est les valeurs. Alors, oui, ça va plus loin, puisqu'on est uni par des statuts
que ces coopératives ont un statut spécifique inscrit au Code de la construction et de l'habitation. Donc c'est SACICAP, hein, c'est ça le statut ? Qu'est-ce que ça veut dire, SACICAP, d'ailleurs ? Société anonyme de coopération d'accession à la proposition. Il me manque... Le CI ? Le CI, voilà. Oui. Mais de construction immobilière. Voilà. Je l'oublie là, mais vous me pardonnerez, il est un peu compliqué. Ce sont des coopératives dont le statut est très proche des SIC, des SCIC. D'accord. Donc, et qui, de ce fait, ont la possibilité d'exercer plusieurs métiers dans des environnements du logement qui sont très différents, parce que l'environnement légal de la promotion immobilière n'est pas le même que l'environnement du logement social, qui est encore différent du logement, de l'environnement légal de la gestion de biens et des syndics, par exemple. Donc c'est une particularité du réseau de pouvoir exercer toutes ces activités. Ça, c'est une spécificité du statut de la SACICAP. Une SACICAP est nécessairement membre du réseau des SACICAP, donc le Procivis pour lequel il y a un seul réseau de SACICAP en fait. Il y a un seul réseau de SACICAP. Une SACICAP, si elle se crée, est nécessairement membre du réseau. Et le réseau a des missions de régulation. Le réseau a les coopératives ensemble au sein du conseil d'administration du réseau. Les coopératives se mettent d'accord sur un certain nombre de stratégies, décisions de création, par exemple, d'OFS. On a beaucoup créé Office foncier solidaire. On a beaucoup créé d'OFS. On est assez actif sur ce segment-là de production de logements neufs. Donc c'est ce qui va alimenter les baux réels solidaires. Voilà, exactement. Donc c'est pour préciser vis-à-vis des gens qui nous regardent, c'est de la dissociation en fait de la propriété du foncier avec la propriété de la construction qui a permis une accélération extrêmement notable de la recherche de fonds pour alimenter en particulier les sujets de rénovation qui nous intéressent. Et c'est une nouvelle manière d'accéder à la propriété puisque vous devenez propriétaire du bâti, l'Office foncier solidaire restant propriétaire du sol. Ça, je citais cet exemple parce que nous, au niveau du réseau Procivis, on a un rôle de régulateur pour que nos sociétés créent des OFS correctement répartis sur le territoire, pour qu'ils puissent s'associer dans un certain nombre de cas quand ça se justifie. Voilà, le réseau Procivis a un rôle un peu régulateur des activités et des initiatives des coopératives sur le territoire. Et de lancement de stratégies, de partenariats, d'appel à projets, etc. Donc Office foncier solidaire, un nouvel outil dans la panoplie de ce que peut faire Procivis. Mais peut-être revenons à la mission de Procivis. Comment tu la définirais en quelques mots ? Alors, nous sommes un acteur coopératif qui agit sur tout un tas de chaînons du logement. Donc mais plus globalement, c'est pour aider les... La raison d'être, l'histoire de Procivis, c'est l'accession à la propriété des ménages modestes. Donc c'est ce centrage sur les ménages modestes, quand même. Clairement. Ouais. Procivis naît en 1908. Procivis n'est pas en 1908. Procivis est une marque plus récente. Les SACICAP, les premières SACI même, qui n'étaient pas encore coopératives, sont créées en les premières début du siècle dernier, à la suite d'une loi qui s'appelle la loi Ribot. Dans le logement, on connaît beaucoup la loi Loucher sur le logement social. Il y avait eu aussi une loi qui s'appelle Ribot sur l'accession sociale à la propriété, qui permet de créer des sociétés de crédit immobilier. C'est ça l'origine. D'accord. Et les sociétés de crédit immobilier locales se créent un peu partout. Il y en a énormément partout en France. Et leur objet, c'est de permettre de générer des prêts d'accession sociale à la propriété pour les ouvriers, les personnes modestes. Donc à l'origine, on a ces sociétés qui se regroupent, qui forment un réseau, qui, au niveau régional, s'assemblent, puis un siècle et quelques plus tard,
on a un réseau qui couvre quasiment tout le territoire métropolitain. On n'a pas de SACICAP outre-mer, mais sur tout le territoire, on a ces sociétés qui sont nées, en fait, de cette volonté de permettre aux ménages modestes de devenir propriétaires. Donc, en fait, l'ADN du réseau, ça reste ça. C'est pour ça qu'on est un gros acteur de la construction de logements en PSLA. Le PSLA, c'est le prêt social location accession. Donc, qui permet Dieu, comme il y a des sigles. Exactement, qui permet d'accéder après une période, d'acheter son logement après une période de location. Et qui est soumise à des plafonds de ressources. L'OFS BRS, en fait, le bail réel solidaire, c'est aussi un autre produit, j'allais dire, d'accession sociale à la propriété. Et donc, ce n'est pas illogique qu'effectivement, nous soyons présents sur ces segments-là. Après, évidemment, on a des sociétés qui font aussi du logement social, de l'accession classique à la propriété, donc promotion immobilière, et toute la partie service immobilier dont je parlais tout à l'heure et dont je m'occupe désormais, a aussi cet ADN d'accession à la propriété des ménages modestes, d'accompagnement des ménages, aujourd'hui d'accompagnement des ménages modestes dans la rénovation, dans toute cette partie accompagnement syndic notamment ou gérance. Donc l'ADN du réseau est bien celui-ci et il continue de l'être, clairement. C'est l'accession pour tous. Donc tout ça s'inscrit dans un périmètre global, je suppose, de relations contractuelles avec l'État ou de signature de convention. Comment ça se passe? Parce que quelque part, il y a une délégation en fait d'une mission d'intérêt public. Alors là, je pense que tu fais référence à ce qu'on appelle chez nous les missions sociales, qui sont connues sous ce terme-là, qui sont en fait une mission effectivement qui nous est confiée par l'État de réaliser, on n'est pas les seuls, mais on est un gros acteur de ce champ-là, de réaliser le préfinancement des aides à la rénovation pour les ménages modestes. Ça, c'est une mission qui nous est confiée au début des années 2000, de manière officielle. On la réalisait en réalité avant, mais effectivement, l'État, quand il lance les grandes manœuvres des aides à la rénovation, des OPA, etc., dans les territoires, se rend compte que les règles du financement public conditionnent l'octroi d'une subvention à la réalisation des travaux. C'est le service fait. Sauf qu'il y a tout un tas de ménages, en particulier les modestes, qui n'ont pas l'argent pour payer le premier acompte aux artisans. Donc on a besoin d'un préfinanceur, et c'est vrai que compte tenu de cet ADN, de nos missions, du fait que le réseau, les coopératives du réseau avaient jusqu'à une quinzaine d'années était actionnaire d'une banque qui s'appelle le CIF. Crédit Immobilier de France. Crédit Immobilier de France. On a cette connaissance, cette capacité, et on l'a, à partir de 2000-2002, inscrit dans le cadre d'une convention avec l'État. Aujourd'hui, ce préfinancement continue. On a signé en 2023 une nouvelle convention, la troisième, 2023-2030, où le réseau s'engage à consacrer une partie de ses fonds propres à cette mission de préfinancement. Voilà. 800 millions, je crois. 500 millions sur 8 ans. 500 millions sur 8 ans, c'est ça. Et on vient de recevoir les chiffres pour 2024. Et si ça continue comme ça, on fera plus que 500 millions, parce qu'a priori, il y a une vraie demande. Donc on est au-delà de nos objectifs annuels. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que en tout cas, la demande ne faiblit pas de notre côté. Je sais que sur les demandes en rénovation et sur ma prime rénov, ça faiblit. Mais pour ce qui concerne les ménages qui font appel à nous, ça ne faiblit pas le moins du monde. Voilà. Alors, peut-être rappeler pour ceux qui regardent sur notre chat que le financement de la rénovation en France, grosso modo, a 3 sources.
l'argent des ménages, le crédit et les aides. Ce que rappelait Claire tout de suite, c'était que les aides ne sont versées forcément qu'une fois que les travaux sont finis et vérifiés, puisque l'État, à juste titre, dit « je ne vais pas donner de l'argent sur des choses qui ne sont pas faites ». Il y a en plus une problématique de confiance et de qualité sur ce secteur pour s'assurer que l'argent public est bien distribué. Et avec un centrage depuis 2 ans maintenant sur les ménages les plus modestes et très modestes, avec une élévation du taux d'accompagnement des projets jusqu'à 90%, ce qui permet effectivement de rénover des habitats et des logements de ménages qu'on n'aurait jamais pu rénover sinon. La problématique, c'est je suis très modeste, je gagne 800 € par mois, je gagne 700 € par mois, je suis à la retraite, j'ai besoin d'avancer 50, 60, 70 000 € du coût des travaux, donc 30% à l'entrée, 15 000 €. Évidemment, je ne les ai pas. Et c'est là où Procivis intervient pour dire... Alors, il y a d'autres acteurs. On a parlé sur les Renault-Chat 4 et 5 des sociétés de tiers-financement qui, effectivement, faisaient également ce préfinancement. Là, en l'occurrence, Procivis a pris une part tout à fait majeure dans l'animation du marché. J'ai une estimation qu'à peu près un tiers du marché bénéficie des avances de Procivis sur un marché qui a quand même connu une croissance de 28% l'an dernier et qui, normalement, devrait quintupler dans les 3 à 5 années qui viennent. Donc ce rôle de facilitateur, de mettre du l'huile dans le rouage, est un rôle que, personnellement, je salue avec vigueur parce qu'il a permis, effectivement, de toucher des clientèles et de toucher des situations qui sont extrêmement compliquées. Mais... alors même que la construction neuve a quand même amputé une partie, la baisse de la construction neuve a amputé une partie des recettes, alors même que l'État prend, semble-t-il, un petit peu plus de temps en ce moment pour les problèmes d'endettement qu'on connaît, pour apporter les aides et les subventions ou apporter les avances. Quelle est la stratégie de Procivis par rapport à tout ça? Est-ce que Procivis va pouvoir continuer à accompagner aussi vigoureusement donc, ce financement et le souhaite-t-il? Alors, le souhaiter, il n'y a aucun doute. Le souhaiter, il n'y a aucun doute. C'est quelque chose qui est bien acquis, pour lesquels on a à la fois les compétences et les outils. Il n'y a absolument aucune raison que ça s'arrête. Et la preuve, c'est que tous les ans, on dépasse nos objectifs. Si on avait envie de s'arrêter, on ne les atteindrait pas. Quelle va être la stratégie à l'avenir? C'est clairement un vrai sujet qu'on pose sur la table depuis 4 ou 5 ans. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais ces préfinancements sont faits sur nos fonds propres, et nos fonds propres ne sont pas infinis. Nos fonds propres ne sont pas infinis, comme ils sont faits sur nos fonds propres dans les conditions qui respectent le droit, c'est-à-dire sans pouvoir se rémunérer. On n'a pas le droit de se rémunérer. On n'est pas une banque, nous ne sommes pas des banques, donc nous n'avons pas le droit d'appliquer des taux d'intérêt, pas le droit d'appliquer des frais. Donc à partir de ce moment-là, c'est une enveloppe qui est en attrition, lente, mais quand même. Cette enveloppe, elle est alimentée par les dividendes de nos sociétés qui font de la promotion immobilière, qui font de la transaction, etc., etc. Quand bien même on grossirait énormément, mais vous connaissez la situation du secteur du logement, cette enveloppe, elle représente, on l'a dit tout à l'heure, 500 millions par an, c'est l'affaire de 500 millions sur 8 ans, pardon, 62, 65 millions par an. C'est pas du tout assez, on le sait. Et les besoins sont exponentiels. Donc on y réfléchit depuis 3-4 ans en se disant comment est-ce qu'on pourrait mettre au service d'un nombre plus important de ménages et d'opérateurs, certes ces lignes de crédit que nous, on s'engage à mettre à disposition, mais pourquoi pas d'autres lignes de crédit, d'autres acteurs. Il y a eu des réflexions qui ont été faites avec la Banque des Territoires, avec d'autres partenaires industriels, voilà, qui n'ont pas abouti à un système verrouillé aujourd'hui, mais qui ont permis de se lancer dans d'autres réflexions, et notamment des réflexions sur la fameuse banque de la rénovation, dont tout le monde entend parler, qui fait l'objet de multiples initiatives, dans lesquelles on va retrouver Procivis, précisément pour ça, parce que
dans un schéma de banque de la rénovation. On entend bien qu'il y a un sujet de financement, donc de prêt du capital pour les ménages, mais aussi un sujet de préfinancement qui permettrait d'amorcer la pompe, entre guillemets. Donc la stratégie de Procivis pour faire perdurer ses missions sociales, c'est de faire en sorte que la Banque de la Rénovation advienne. Quelque part, j'allais dire quelle que soit sa forme, dès lors qu'elle n'oublie pas les ménages les plus modestes et les ménages modestes. Voilà, c'est ça la stratégie. Sur le terrain, et en attendant cet outil, sur le terrain, on continue effectivement de répondre aux demandes. Le fait que l'ANA ait rehaussé son plafond d'avance... Agence nationale d'amélioration d'habitat. Pardon, je suis désolée pour... Non, mais je mais précise raison, toujours, c'est vrai. En particulier parce qu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément que oui, français. Oui. C'est une des très grosses agences françises qui finance, voilà, grosso modo, tout l'effort d'amélioration du logement. C'est le subventionneur français, effectivement, de la rénovation, à la fois énergétique et d'adaptation du logement maintenant. Donc ce que je disais, c'est que, effectivement, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, du coup. Que donc Procivis souhaitait, aux côtés de l'ANA, donc jouer un rôle dans la poursuite de ce financement. C'est ça. En fait, récemment, pour booster la rénovation et booster le déclenchement des travaux, l'ANA a augmenté son plafond d'avance. Donc l'ANA peut dispenser des avances, ce qui fait que, du coup, Procivis a moins les sommes que Procivis préfinance sont moins importantes. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que ça tombe bien. S'il y a moins de sommes importantes, la même enveloppe peut aider plusieurs ménages. On peut en faire plus. On peut en faire plus. Et d'ailleurs, on le constate, entre 2023 et 2024, on a un montant de préfinancement qui est à peu près équivalent à 80 millions. Mais on a plus de ménages aidés en 2024 qu'en 2023. Et ça, c'est l'effet du fait que l'ANA fait des avances plus importantes. Nous, on a du coup un préfinancement un peu moindre, et ça nous permet de faire, j'allais dire, tourner nos enveloppes et faire bénéficier notre enveloppe à un nombre de ménages plus important. Alors juste pour avoir une idée, 80 millions pour combien de ménages ? Là, cette année, c'est 16 000. 16 000, donc voilà. Ça fait quand même 20% du marché à peu près. Enfin, sur un marché de 90 000, ça fait, oui, 15-16% voilà. Du marché quand même. 16 000 en nombre de dossiers dans lesquels on a, en revanche, un petit peu moins cette année sur les copropriétés. Le sujet des copropriétés est un sujet en soi, à part, dans lequel on rencontre tout un tas d'obstacles et dans lesquels les montants sont considérablement plus élevés. Un ménage modeste peut s'en tirer avec un certain nombre de travaux de qualité avec des sommes qui ne sont pas si élevées. On peut avoir à préfinancer des dossiers de 3 000 à 22 23 000 euros. Donc c'est relativement... Et quand cette enveloppe est rapidement remboursée, puisque les travaux peuvent être rapidement faits, donc cette enveloppe a un revolving, comme on dit dans le métier, assez important. Dans les copropriétés, c'est beaucoup plus lourd, parce que le préfinancement se chiffre en millions, que du coup, c'est nos fonds propres, donc on avance des millions, et les travaux en copropriété sont tellement longs que ces millions, on ne les revoit pas avant 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans Oui, ah oui, en copropriété, c'est très très long. Ça gèle quand même des capitaux pendant... Et on a un certain nombre de coopératives qui sont souveraines dans leurs décisions. Ces coopératives, quelques-unes ont décidé de stopper sur les copropriétés tant qu'elles n'ont pas récupéré les fonds qu'elles ont avancés. Parce que avancer des millions, comme l'enveloppe est finie, à un moment donné, on n'a plus rien dans l'enveloppe. Donc il y a des choix stratégiques dans certaines régions de se concentrer sur l'individuel et d'autres de se concentrer sur une ou deux copropriétés en difficulté. Ça dépend des territoires. On ne fait pas la même chose en Poitou-Charentes ou à Marseille.
C'est la liberté. Mais alors, du coup, cette pénétration du secteur de la rénovation, cet accompagnement du secteur de la rénovation pour les plus modestes, classiquement, donc Procivis était plutôt dans l'immobilier neuf, la promotion construction. On sent émerger peut-être une tentation pour aller vers un deuxième métier qui est la promotion rénovation. Je crois que vous êtes au capital de plusieurs structures qui accompagnent les ménages, c'est ça ? Donc vous êtes au capital d'Octave, vous êtes au capital de Centre Val de Loire, Énergie. Effectivement, historiquement, on a cette recherche d'accompagnement des propriétaires les plus modestes, et maintenant des propriétaires classe moyenne, il faut se le dire. Classe moyenne aujourd'hui, elle n'a pas forcément les 5 ou 7 000 euros qu'il faut pour payer la compte de l'artisan. Donc on a toujours réfléchi à ces initiatives, donc à la création des STF, effectivement. Un certain nombre de nos coopératives régionales se sont engagées dans le capital de ces STF. C'est le cas en Alsace, c'est le cas en région centre. Ce n'est pas le cas partout. Et en réalité, les STF font effectivement un petit peu le même travail sur la partie préfinancement. Nous, on n'accompagne pas aux travaux. On n'est pas maître d'œuvre sur cette partie-là de la rénovation. On n'est qu'un facilitateur en faisant des prêts gratuits. Alors, aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, quand même, le marché de l'immobilier est en train de se restructurer. On voit bien l'arrivée du zéro artificialisation nette, la difficulté à disposer de foncier, la nécessité de réemploi du bâti existant, peut-être la conversion d'une partie de l'immobilier existant. Aujourd'hui, la recherche, elle est sur tout ce qui nous permettrait de faire de ce qu'on appelle ici, pour faire simple, de la promo-rénovation. C'est-à-dire faire en sorte soit qu'un bâti inutilisé soit recyclé pour en faire du logement quasi neuf, soit proposer des solutions de rénovation, par exemple en copropriété, pour faire un gain d'étiquette, gain énergétique, etc., etc. On y réfléchit. On y réfléchit et on a des expérimentations. Et à partir des expérimentations, on tente de produire des guides, des guidelines et de se projeter dans ce nouveau métier. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, je vais insister là-dessus, parce qu'il y a une sorte de faux amis. C'est pas parce qu'on est un bon promoteur qu'on sait faire de la rénovation. Ah, c'est pas le même métier. C'est pas du tout le même métier. Ce sont pas les mêmes acteurs. J'allais presque dire, on compte pas. Enfin voilà, on compte pas pareil, on conçoit pas pareil. Du coup, quand on se dit, chez Procivis, il y a tous les métiers, donc ça doit être simple de mettre tout ça dans le même petit paquet pour en faire un nouveau métier. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un niveau d'acculturation qui et puis on voit que tous les promoteurs, il y a encore 1 an ou 2 ans, c'était un peu, j'allais dire, d'actu, un peu la mode de lancer sa filiale de promotion, rénovation, etc., etc. Aujourd'hui, les publicités promoteurs, ça reste du logement neuf. Voilà. La rénovation, enfin le recyclage dans l'ancien ne se vend pas de la même manière. Les logements ne sont pas standardisés de la même manière. On vend pas les mêmes. Donc en fait, ce sont finalement la promo-rénovation. D'abord, ça recouvre plusieurs types d'opérations et de métiers. Et en plus, ce n'est pas simplement l'ajout du bon promoteur, des bonnes entreprises, etc., etc. On sait tous que l'entreprise générale du bâtiment est très connue. Voilà. L'entreprise générale de rénovation, il y en a déjà nettement moins. En revanche, il y a plein de petits artisans. Voilà, même dans le monde des artisans, on n'a pas du tout affaire au même écosystème. Donc, on cherche, on réalise des expérimentations, on candidate à des appels à projets comme l'appel à projet au Réno, notamment pour essayer de déverrouiller un certain nombre de freins sur
la promo-rénovation d'une copropriété, par exemple. Mais voilà, c'est effectivement pas simple. La stratégie, c'est d'aller un peu plus effectivement vers ça et vers des modes d'habitat qui changent beaucoup en ce moment. Hein. C'est pareil, un peu tarte à la crème, il y a des meilleurs experts que moi, mais toutes les résidences gérées, les co-living, les habitats participatifs et collectifs, seniors, etc. Nous, on porte effectivement un certain nombre de guides, recettes, etc., pour avancer avec les collectivités sur ces sujets. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet, parce qu'il y a une étude qui est sortie donc, cette année sur le manque de professionnels pour la rénovation, puisqu'on pense qu'il manque à peu près 250 000 collaborateurs aujourd'hui, 500 000 à horizon 2030. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour développer ce secteur, même si on a tous les moyens du monde, si on n'a pas ces personnes-là et ces compétences-là? Je parle un petit peu en mon nom propre parce que je ne suis pas sûre que ça soit un sujet voilà, c'est pas encore un sujet qu'on aborde. Mais c'est tout l'intérêt des RénoChat. Mais en mon nom propre, je suis assez étonnée qu'on n'ait pas dans ce pays encore de passerelles évidentes, notamment de reconversion, d'un secteur à l'autre. Aujourd'hui, souvent, les passerelles de reconversion permettent de se reconvertir dans un même environnement. Vous êtes dans l'industrie, on va vous aider à vous former pour aller dans l'industrie d'à côté qui lui ressemble. Quid de ce métier de la rénovation où en fait il faut trouver des nouvelles personnes, quoi, et les trouver peut-être parce que le besoin il existe. Enfin, on a tous connu on est très nombreux à chercher des artisans et à avoir des rendez-vous dans 1 ou 2 ans. Voilà. Moi, je suis assez étonnée effectivement que la profession se préoccupe pas assez à mon goût, mais peut-être que c'est parce que je ne le vois pas aussi, et peut-être que ça ne m'arrive pas, d'aller chercher des professionnels qui perdent leur emploi dans des secteurs pour éventuellement les former à ces emplois-là. Après, j'imagine que c'est un secteur que je ne connais pas, j'imagine qu'il y a plein c'est une bonne idée, je ne suis pas la seule à avoir cette bonne idée, ça doit être très complexe à organiser, mais néanmoins, il faut se dire que ces métiers-là de demain, à un moment donné, on ne peut pas se permettre de laisser tout un pan de travailleurs sur le carreau parce que telle ou telle industrie du passé s'arrête, sans espérer qu'on puisse leur proposer, quand c'est possible et quand ils le souhaitent, d'aller sur ces entreprises. Je suis surtout étonnée, moi, en réalité, du peu d'aspiration à la concentration dans ce secteur. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure des entreprises que j'appellerais entreprises générales de rénovation. Au terme d'une petite recherche, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas beaucoup, quand même. Très peu. Et ça m'étonne. J'ai du mal à comprendre pourquoi. J'imagine qu'il faut regarder dans l'histoire comment se sont regroupés les artisans pour faire des entreprises générales du bâtiment. Mais je me dis que là, il y a peut-être quelque chose d'incitatif à aller chercher pour que des artisans qui sont chacun avec leur contrat, qui se battent avec les agendas du maître d'œuvre, etc. Puis à la fin, on a un process de rénovation extrêmement complexe et des particuliers qui sont perdus. Pourquoi on n'aurait pas de l'incitation à faire à minima des groupements? Je sais qu'il y a eu des expérimentations, notamment pilotées, soutenues par l'ANA dans certains territoires. Mais déjà ça serait pas mal, parce qu'on ne vit pas de la même manière dans une petite boîte avec 3 artisans ou dans une boîte un petit peu plus importante avec des conditions sociales un peu différentes, etc. etc. C'est des vraies questions. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une conviction qu'on pouvait passer de la construction neuve à la construction de rénovation, à la rénovation sans problème, et on s'est aperçu que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Et en parallèle de ça, ce qu'on a vu effectivement émerger, c'est des coopératives d'activité. Je vais en citer une là, qui me vient à l'esprit et qui fera l'objet d'un RénoChat dans les mois qui viennent, qui s'appelle Cabestan. Cabestan fait de la formation par reconversion. Voilà. Et le niveau
taux d'ailleurs d'études des personnes qui sont rentrées dans cette coopérative, qui deviennent maçons, électriciens, plombiers, c'est Bac plus 4. Oui. Bac plus 4,3. Et donc là, on a effectivement une nouvelle génération qui arrive, qui se dit « j'aime ces métiers, j'aime travailler de mes mains, j'aime aussi accompagner les gens dans leurs projets, dans leur intime, donc leur habitation, et ça me plaît bien d'y aller, quoi. Et je ne veux plus être salarié dans une entreprise, j'ai envie d'avoir à peu près ma liberté. » Donc oui, il y a effectivement des choses qui se produisent de ce côté-là. Je crois qu'un des deuxièmes points, et on va revenir donc justement effectivement à ce sujet de financement, c'est que pour faire émerger cette nouvelle génération d'entreprises du bâtiment, disons-le simplement, d'entreprises de la rénovation, il y a besoin de capitaux. Il y a besoin de capitaux propres pour s'équiper. Il y a besoin aussi de financer le besoin en fonds de roulement. On l'a vu tout à l'heure, avec les avances que Procivis accorde, ça sert à payer grosso modo le début, en tout cas l'acquisition des matériaux. Et on a ce problème aujourd'hui de financement du besoin en fonds de roulement qui n'est pas couvert du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas... pour les banques, c'est très compliqué d'accompagner des jeunes entreprises qui démarrent tout juste. Donc comment est-ce qu'on va faire effectivement pour accompagner cette croissance du BFR de la même manière, du besoin en fonds de roulement, de la même manière qu'on a accompagné le besoin des ménages modestes et très modestes sur le préfinancement? C'est un des axes indirects de la candidature du réseau à Oreno dans le cadre du projet sur les copropriétés. Ah, copropriété. Sur les copropriétés. Parce que l'idée, c'est d'appliquer le modèle économique de la promotion à la rénovation en copropriété, avec cette idée que, un peu comme un promoteur, on peut, sous réserve d'avoir 1, 2, 3, plusieurs projets en même temps, massifier l'achat, massifier les prestations, et du coup conduire peut-être à un moment donné à créer un écosystème d'artisans rénovateurs en copro qui soient habitués à travailler ensemble et qui peut-être demain finiront par être compétents ensemble et se regrouper. C'est un des axes. Alors c'est pas l'axe, c'est pas l'ADN de la proposition, mais effectivement c'est un des éléments qu'on se propose de tester, c'est ça. C'est comment, en préfinançant des gros travaux qui nécessitent de mettre plusieurs artisans autour de la table, et en les préfinançant sur 1, 2, 3, voire 4 projets, on arrive à créer un collectif et à préfinancer indirectement ce collectif pour qu'il monte, pas forcément en gamme, mais en activité, qui prenne de la surface et qui soit capable de répondre à des appels d'offres auxquels aujourd'hui, sur les gros projets de rénovation, on va trouver quelques majors, filiales rénovation de certaines majors, mais qui sont très occupées sur le champ des HLM, parce qu'en réalité, la rénovation en copropriété, c'est c'est de la rénovation en site habité, et c'est à peu près la même qu'en HLM, sauf qu'on n'a pas un donneur d'ordre comme dans les HLM, on en a autant de copropriétaires. Mais aujourd'hui, c'est vrai que comme les gros du secteur sont accaparés par les marchés sur la rénovation du logement social, ils ne sont pas forcément aussi présents sur la rénovation en copro, d'autant plus que c'est tellement compliqué et tellement du coup exposé derrière que voilà, on a vraiment besoin de soutenir une économie, un écosystème économique et faire se regrouper des artisans, faire émerger des entreprises solides. Oui. Alors, cela dit, ça rejoint les objectifs nationaux de l'innovation, de la création de filières industrielles, du développement d'activités économiques et surtout de réouvrir des nouveaux postes à un moment donné où on voit que l'emploi se dégrade. Parce que peut-être que les qualifications sont peut-être moins adaptées à ce type de marché. Donc un élan nécessaire sur la reconversion vers ce type de métier. Historiquement, alors sur d'autres secteurs c'était assez vrai, mais c'est une politique industrielle à assumer de pleinement. C'est une politique industrielle, clairement. Je regrette juste que cette politique industrielle ne soit pas assumée plus clairement, y compris vis-à-vis des entreprises, et que de dire qu'on a besoin... certes de former des gens, mais aussi d'avoir des entreprises plus solides. Alors,
plus grosse, ça j'en sais rien. Ça dépend des bassins d'emploi, ça dépend il peut y avoir. On n'est pas là en train de se dire il faut refaire la politique industrielle des années 60 à 80 et recréer des géants mondiaux. C'est pas l'idée, mais l'idée de dire on suscite la solvabilisation de la demande pour que et d'une demande massifiée, c'est bien ça l'objet. On massifie la demande. Pour que derrière, on puisse amener un matelas, un volet d'affaires, un volant d'affaires de ces sociétés, qu'ils se regroupent, qu'on les incite à se regrouper, pour qu'on crée un appel d'air. Et donc on crée des emplois non délocalisables dans les territoires et correctement rémunérés. Voilà, la réalité aujourd'hui, c'est que pour faire de la rénovation, effectivement, il peut y avoir des écoles de rénovation, mais tout le monde n'a pas envie d'être à son compte, tout le monde n'a pas envie d'être artisan. Il y en a certains qui veulent être salariés, tranquilles de l'administratif pour avoir été indépendante. Il y a quand même une forme de confort. Lourd, ça peut être lourd. Sauf qu'aujourd'hui, une entreprise générale de rénovation, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet à susciter ça. Il y avait des barrières. Il y avait notamment des barrières juridiques liées à la sous-traitance et qui ont été un peu levées l'an dernier avec une proposition de loi là-dessus, en essayant de simplifier tout ça. Mais je pense qu'on gagnerait à assumer cette partie-là de la politique industrielle et à l'acclamer plus fortement. Alors pour terminer, peut-être refaire un petit focus sur ta mission sur les administrateurs de biens, en tant qu'administrateur de biens. Aujourd'hui, d'abord c'est un marché un peu mystérieux et on se dit, tout ça est régi par la loi de 65, la fameuse loi de 65. Alors, ça, c'est dans les services immobiliers, quand vous poussez la porte d'une agence immobilière, il y a plusieurs métiers, ce que je vous disais, et ils ne sont pas régis par les mêmes lois. La loi de 65, c'est la grande loi syndic. Voilà. Un syndic de copropriété, loi de 65. C'est la sacralisation du droit de propriété au-delà de tout, en fait. Voilà. Il y a une loi qui s'appelle la loi Hoguet, qui est la loi plutôt sur les services immobiliers, donc le reste de la prestation d'intermédiation en fait en achat, etc., etc. Ces trois métiers dont je parlais tout à l'heure, ils sont très différents. Transaction, syndic et gérance. La transaction, ça va vous sauter aux yeux. C'est très volatile. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. En ce moment, ça ralentit, puis ça frémit en haut. Voilà, ces sujets, la transaction, c'est une activité sujette aux aléas de la bonne santé économique, du marché, et c'est très proche de la promotion immobilière en réalité, qui fait aussi de la vente. Donc, voilà. Le syndic et la gérance, c'est pas du tout pareil. C'est du métier de stock. Quand on est syndic, a priori, on essaye de bien faire son travail pour continuer d'être syndic dans sa copropriété. Et du coup, l'activité, chez nous, se porte plutôt bien. Sont des métiers, en revanche, qui sont... Et la gérance, c'est un peu pareil. La gérance, c'est le métier qui consiste à confier la gestion de votre bien à une agence parce que vous n'avez pas envie de vous embêter avec les papiers du propriétaire. C'est ça, la gérance. La gérance, elle suit un peu l'état du marché. Quand les gens n'arrivent pas à se loger, ils n'arrivent pas à déménager, donc ils n'arrivent pas, ou qu'ils ne peuvent pas acheter, ils ne mettent pas en location. Voilà. La gérance est aussi un peu sensible. Le syndic, c'est un métier de gestion d'immeubles. Donc c'est assez lisse, on va dire. Notre réseau gagne des parts de marché en syndic. Certainement, j'ose imaginer, parce qu'on est assis sur des valeurs et on a des méthodes et des prix qui nous rendent accessibles. Donc voilà les trois métiers. Et les enjeux de ces métiers-là, ce sont, à l'égard en tout cas du sujet rénovation, ce sont des enjeux de communication pour certains, pour la gérance et la transaction,
comment est-ce qu'on accompagne les particuliers sur la connaissance du besoin de rénovation du bien qu'ils achètent ou qu'ils ont en gérance ou qu'ils ont en portefeuille, etc. C'est pas encore top. Nous, on essaye de le faire, mais c'est pas un réflexe. On met des choses sur les étiquettes dans les agences, etc. Mais on n'a pas forcément encore le réflexe de faire toute la transparence des enjeux. Donc là, il y a un vrai enjeu, mais qui ne nous appartient pas qu'à nous, hein, qui appartient aussi aux notaires. Voilà. Et pour le syndic, là, la réno, c'est un vrai gros morceau, parce qu'on n'arrivera pas à faire... on n'arrivera clairement pas à faire les objectifs demandés par l'État, enfin imaginés par l'État, parce que c'est trop long, parce que le droit de la copropriété verrouille à peu près tout, qu'à chaque fois on essaie de déverrouiller des petites virgules, mais en fait il ne faut pas déverrouiller les virgules, il faut repenser le dispositif, qu'on a un sujet d'accès au financement, qu'on a un sujet de compétences en interne. Un syndic, ce n'est pas un rénovateur, ce n'est pas un expert de la rénovation, c'est un gestionnaire avant tout. Et qu'on a un problème qui paraît très trivial, mais c'est qu'on a encore des logiciels métiers dans le métier du syndic qui ne prennent pas en considération, dans sa juste complexité, un projet de rénovation. Donc l'enjeu, il est majeur. Il est partagé sur le financement, avec plein d'autres acteurs. Mais sur les sujets syndics, il faut absolument qu'on arrive à pousser de nouveaux outils et une montée en compétences ou des partenariats. C'est peut-être pas au syndic d'être compétent en la matière, c'est peut-être d'autres. Et enfin, de restaurer ces marges de manœuvre du syndic, parce qu'aujourd'hui, un syndic, il a beaucoup de travail et il n'est pas payé très cher. Tout ça est très réglementé. Donc, c'est une des professions réglementées de ce pays, le syndic, et donc on ne peut pas appliquer voilà, les tarifs ni les prestations qu'on souhaite. Tout ça est tellement très encadré que ça a des effets en fait en cascade sur la capacité du syndic de porter ou non une rénovation dans la copropriété. Ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit sondage auprès des gestionnaires de copropriété, mais je crois qu'on n'en trouverait pas beaucoup qui lèveraient tout de suite le doigt pour dire « Ouais, chouette, un projet de rénovation ». À titre personnel, c'est un travail supplémentaire, super compliqué, pour lequel ils n'en font pas souvent. C'est comme de vendre un crédit sur la rénovation par un chargé d'affaires dans une banque qui n'a jamais vendu de PTZ. Le chargé d'affaires en banque qui n'a jamais vendu de PTZ, ça lui prend du temps, voilà. Et pour un gestionnaire de copro, c'est pareil. Il n'y a pas de spontanéité à dire... Et ce, même si, effectivement, il y a une rémunération qui est incluse dans... C'est pas une... Aujourd'hui, on fait des efforts, on essaie de former les gens. Tous les acteurs de la place font comme nous. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Donc, il y a des vrais sujets pour nous entraîner à ça. Voilà. Et peut-être en guise de conclusion, un vœu pour améliorer la rénovation chez les syndics et dans les grands ensembles? Ou plusieurs vœux, d'ailleurs. Moi, je ferais le vœu que les 60 ans de la loi de 65 soient utilisés pour réformer sérieusement la loi de 65, avec une approche, qui réhabilite le collectif et l'intérêt collectif, et d'ailleurs c'est une notion, l'intérêt collectif, qui a été introduite récemment dans les lois, qui n'est pas tout à fait l'intérêt public, pas tout à fait l'intérêt privé, c'est l'intérêt collectif. Donc ça, c'est des choses à penser. Je pense qu'il serait grand temps de réformer ça, de faire en sorte que les sujets copropriété soient à tout le moins examiné autant par le ministère du Logement que le ministère de la Justice, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule composante du logement qui est gérée par la justice. Voilà. C'est quand même... C'est ça très troublant, en fait. Ça s'explique, mais c'est très troublant. Mais c'est troublant, et puis on voit bien que c'est utile.
très certainement. C'est pas, moi, je ne remets pas en cause l'intérêt. Voilà. Simplement, c'est du logement. C'est du collectif, c'est du logement, c'est de l'aménagement du territoire, c'est de la responsabilité. De plus en plus, les collectivités s'y mettent pour accompagner tout ça. Et la moindre réforme de la loi de 65 passe d'abord et avant tout par la commission des lois dans les assemblées et le ministère de la Justice. Ça me paraît un peu étrange. Voilà, ça c'est un vœu. Je sais pas, j'espère que je vais être entendue. Eh bien écoute, merci Claire pour tous ces propos, mais absolument passionnants. Je dois avouer que j'ai découvert plein de choses. Nous étions donc avec Claire Dagnogo aujourd'hui, directrice RSE et administration de biens de Procivis. Claire nous a parlé donc de son propre parcours, de la réponse de Procivis par rapport aux évolutions du marché, en particulier le centrage progressif vers la rénovation, le rôle éminent que joue le réseau Procivis dans le préfinancement des aides et des subventions pour permettre une meilleure fluidification du marché, mais aussi un focus assez important autour de deux thèmes qui nous sont chers chez RenoChat. Le premier qui est l'évolution nécessaire des métiers avec la montée en puissance des formations de reconversion pour alimenter les 250 à 5000 postes qui sont ouverts d'ici 2030 et qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Et puis une réflexion plus large autour de la fameuse loi de 65 qui gère la gestion de la propriété dans les ensembles, dans les copropriétés, et qui donc conditionne l'activité de syndic, qui aujourd'hui semble en même temps receler des objectifs importants pour la propriété et pour les propriétaires, mais qui en même temps mériterait sûrement d'être adapté par rapport à un enjeu collectif qui nous concerne tous, qui est celui de l'adaptation du parc de logement à la transformation qui est encore devant nous, qui est générée par les évolutions climatiques. Un très grand merci à tous de votre attention. Un très grand merci à toi, Claire. Merci, Sébastien. Toi qui avais peur de ne pas savoir quoi dire, voilà. dire qu'on a quand même été dense, complet, et je pense qu'on aurait pu continuer longtemps. Un très grand merci, et un grand merci aussi pour avoir accueilli ces 3 dernières sessions de captation des RenoChat, et en espérant... en nous souhaitant une très longue vie et une très grande réussite commune dans le projet de FIDO Banque de la Rénovation, dans lequel Procivis est un partenaire d'origine et extrêmement impliqué et présent. Eh bien, merci. Merci.